Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons traiter des espaces ruraux multifonctionnels entre initiatives locales et politiques européennes en France. Nous allons nous demander comment se transforment, se développent et sont aménagés les espaces ruraux français. Pour cela, nous verrons dans une première partie la transformation des espaces ruraux français et dans une seconde partie, nous étudierons les enjeux d'aménagement, le développement rural et la mobilisation de différents acteurs. Commençons par étudier la transformation des espaces ruraux en France avec une première sous-partie des espaces ruraux agricoles. L'agriculture n'est plus l'activité dominante, mais elle structure encore l'espace rural français. En effet, 30 millions d'hectares sur les 50 millions du territoire national sont consacrés à l'espace rural. Mais on peut se demander quel type d'agriculture. Il y a notamment deux grands bassins agricoles, à savoir le bassin parisien au nord et le bassin aquitain au sud-ouest, qui sont surtout spécialisés pour les céréales et les grandes cultures. On retrouve également l'élevage intensif, principalement en Bretagne, avec l'élevage des porcs et des volailles. Il y a également des cultures spécialisées sur les vallées littorales et le bassin méditerranéen, avec la vigne, le maraîchage et l'horticulture. Enfin, on retrouve l'élevage extensif, les forêts et la polyculture, notamment dans le centre de la France et dans l'outre-mer, et ces territoires sont les moins intégrés à la mondialisation. L'agriculture française est la première agriculture en Europe et elle est la quatrième puissance exportatrice mondiale. On retrouve également une grande importance des industries agroalimentaires, c'est-à-dire l'ensemble des activités industrielles qui transforment des matières premières issues de l'agriculture, de l'élevage ou de la pêche en produits alimentaires destinés essentiellement à la consommation humaine. Elle se place au 5e rang mondial pour les exportations de produits alimentaires. On exporte surtout des produits en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, principalement du vin et du fromage, mais également en Afrique et au Moyen-Orient pour le blé, les volailles et le lait. Les filières agroalimentaires sont dominées par les multinationales comme Limagrain pour les semences, Lactalis qui notamment a été touché par un scandale sur le lait de bébé, Danone pour les produits laitiers ou encore Pernod Ricard pour les spiritueux. Peut-on parler d'un renouvellement agricole ? Le renouvellement agricole s'est manifesté du fait d'une mécanisation accrue, notamment dès les Trente Glorieuses et encore plus aujourd'hui. Cela provoque une diminution progressive de la main-d'œuvre. De plus en plus, la polyculture régresse au profit de l'agribusiness, c'est-à-dire l'ensemble des activités économiques qui se développent autour de l'agriculture productiviste et qui ont pour but la transformation et la vente des produits alimentaires, comme le maïs en Alsace et dans le Nord-Ouest. L'agriculture productiviste est dominante, c'est-à-dire produire un maximum sur des espaces restreints. On retrouve l'importance du vignoble français de très bonne et de très haute qualité, comme le bordelais, le bourgogne ou le champagne. Mais il y a également une diversification des formes d'agriculture. Par exemple, on retrouve l'agriculture biologique, c'est-à-dire une agriculture qui n'utilise pas ou très peu d'intrants chimiques, qui est respectueuse de l'environnement et du bien-être animal. D'ailleurs, la Drôme est le premier département français pour l'agriculture biologique. Il y a également l'agriculture raisonnée, c'est-à-dire une agriculture limitant les intrants chimiques sans remettre en cause la rentabilité des exploitations. Cela permet ainsi de concilier les objectifs de productivité de l'agriculture moderne et les contraintes d'une pratique respectueuse de l'environnement. On retrouve aussi une patrimonialisation du territoire français avec un processus de reconnaissance et de mise en valeur d'édifices, d'espaces hérités, d'objets et de pratiques grâce à une labellisation avec les IGP, les AOC ou les AOP. On retrouve une protection des espaces ruraux, comme avec les parcs nationaux ou avec les parcs naturels régionaux. Tout cela permet ainsi de revitaliser l'agriculture française. Parlons désormais de la diversification des fonctions dans les espaces ruraux français. Plusieurs types d'espaces ruraux sont visibles du fait de leur dynamisme, des relations avec les villes, de leur proximité. Premièrement, on retrouve les espaces ruraux qui sont lieux agricoles et industriels, avec la mise en place d'une économie productive, c'est-à-dire d'une économie fondée sur des activités qui produisent des biens et des services majoritairement consommés hors de la zone de production. Par exemple, on retrouve des territoires très agricoles, comme la Beauce au sud-ouest de Paris, ou des territoires industriels, comme dans le Jura. Deuxièmement, il y a également des espaces ruraux à proximité des villes, avec l'importance de l'économie présentielle, c'est-à-dire une économie basée sur la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes. Enfin, on retrouve les espaces ruraux éloignés, en perte de population. Globalement, ceux-ci sont situés dans la diagonale des faibles densités en France métropolitaine.
Parfois, ces territoires peuvent être redynamisés par le tourisme. On a l'exemple de l'écotourisme à La Réunion. Donc, on retrouve l'importance du tourisme dans les espaces ruraux français. Ces espaces dynamiques sont ceux offrant des possibilités de séjour et ayant des aménagements. Beaucoup sont ceux à proximité des villes car il y a la possibilité de s'y rendre pour y passer le week-end. Il y a également l'attractivité de certains départements, comme l'Ardèche avec quelques sites comme la caverne du Pont d'Arc, la grotte Chauvet ou encore Vallon-Pont d'Arc. Mais du fait de l'éloignement de certaines villes, les espaces ruraux sont aussi aménagés afin de disposer du numérique. Cela permet ainsi d'accompagner leur dynamisme. Il y a l'importance du télétravail, c'est-à-dire le fait de travailler pour son employeur sans être présent dans les murs de l'entreprise, en utilisant les technologies de l'information et de la communication chez soi. Ainsi, cela montre l'importance de la multifonctionnalité des espaces ruraux. Aujourd'hui encore, de nombreux espaces ruraux sont marqués par des zones blanches, c'est-à-dire des zones non desservies par les réseaux de téléphonie mobile et Internet. Parlons désormais des enjeux d'aménagement, du développement rural et de la mobilisation de différents acteurs, avec une première sous-partie, la périurbanisation et ses conséquences. La périurbanisation désigne l'extension de la ville, des espaces urbains, à la périphérie des agglomérations. Il y a ainsi une transformation des espaces ruraux avec la création de lotissements pavillonnaires, de zones d'activité, de zones de loisirs et d'infrastructures de transport. Cela provoque ainsi un grignotage des espaces ruraux. On retrouve également une rurbanisation. Les effets néfastes sont présents. Par exemple, cela engendre une artificialisation des sols, c'est-à-dire une transformation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers en espaces bâtis ou en infrastructures de transport. Il y a également une pression anthropique, c'est-à-dire l'ensemble des actions humaines provoquant des modifications du milieu, comme l'érosion ou la pollution, qui fragilisent les territoires. Dans l'espace périurbain, environ 30% des Français y vivent. Donc, il y a des lotissements, mais aussi des activités qui sont liées au desserrement urbain. Dans ces espaces ruraux, on retrouve également l'installation de néo-ruraux. Donc, les frontières entre l'espace rural et l'espace urbain deviennent de plus en plus floues. Il y a également de plus en plus de navetteurs, c'est-à-dire ceux pratiquant les mobilités pendulaires pour se rendre de leur domicile à leur travail. Il y a aussi une gentrification rurale qui se développe, c'est-à-dire un processus de renouvellement de la composition sociale et démographique de certains espaces ruraux au profit de ménages plus aisés. Cela est causé par l'augmentation de la population, l'augmentation de la fonction résidentielle des campagnes. Il peut aussi y avoir un mitage, c'est-à-dire un éparpillement sans plus d'urbanisme réellement cohérent, d'infrastructures, de zones d'habitat, de zones d'activité, dans des espaces initialement ruraux, qu'ils soient forestiers ou agricoles. Voyons désormais les acteurs qui sont un soutien du développement rural. Les politiques nationales ou européennes sont menées pour rendre les espaces ruraux attractifs et compétitifs. Par exemple, la Silver Economy désigne l'ensemble des activités économiques et industrielles dédiées aux seniors, à savoir les loisirs, les transports, la santé, le sport ou l'habitat. Il y a également des pôles d'excellence rurale, c'est-à-dire un projet de développement d'un territoire rural fondé sur l'innovation. L'État permet également de réduire les inégalités territoriales. Mais avec la mondialisation, on mise sur les espaces les plus productifs, délaissant parfois certains espaces ruraux. Toutefois, il y a la mise en place de zones de revitalisation rurale, c'est-à-dire un territoire rural qui est en difficulté spatiale, économique ou démographique, dans lequel les entreprises qui s'implantent peuvent bénéficier d'avantages fiscaux. Ce fut le cas notamment dans l'ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut également respecter le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, c'est-à-dire un projet de territoire qui vise à mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles en matière d'habitat, de mobilité, d'aménagement commercial, d'environnement ou de paysage. Il y a également le PLU, le plan local d'urbanisme, qui permet de savoir les zones constructibles ou non. Il y a également des acteurs privés, car en milieu rural, les chefs d'entreprise trouvent des moyens de s'installer et cela coûte moins cher. À l'échelle de l'Union européenne, des politiques existent aussi pour dynamiser ces espaces ruraux. Par exemple, en 1962, il y a la création de la PAC, de la politique agricole commune. L'objectif est de maintenir le dynamisme socio-économique des territoires ruraux avec une stabilité des marchés et une garantie du revenu des agriculteurs. Mais la part de la PAC dans le budget de l'Union européenne est en régression. En effet, en 1984, elle représentait 71% du budget de l'Union européenne, alors qu'en 2020,
elles n'en représentent plus que 34,5%. Il y a aussi d'autres aides, comme avec le FEDER, le Fonds européen agricole pour le développement rural, qui finance des projets de développement en milieu rural. Cela se fait selon le principe de territorialisation, c'est-à-dire qu'on étudie les spécificités à chaque territoire. Parlons désormais des conflits en milieu rural français. Plusieurs conflits émergent dans les espaces ruraux et ils sont médiatisés. Il y a de nombreux conflits d'usage, mais également des contestations sur d'autres points. On retrouve le projet contesté du Center Park à Roibon en Isère. Il s'agit d'un espace classé zone naturelle sensible. Ce projet est voulu par Pierre et Vacances avec des cottages, des espaces aquatiques, des boutiques, des restaurants. Ces projets contestés, comme celui de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes, sont des ZAD, des zones d'aménagement différées, qui ont été transformées en zones à défendre. Avec une occupation à but politique d'un terrain à forte dimension environnementale ou agricole, dans le but de s'opposer à un projet d'aménagement. D'autres contestations de ce type sont visibles, comme à Bure dans la Meuse, avec la question de l'enfouissement des déchets radioactifs. Il y a également des conflits d'usage entre les néo-ruraux et les agriculteurs. D'autres questions sont soulevées, comme la réintroduction de l'ours ou du loup dans les Pyrénées et dans les Alpes. L'autre problématique est celle de l'hyper-ruralité. En effet, 26% du territoire accueille seulement 5,4% de la population française et se distingue par la faible densité de population, le vieillissement, l'enclavement, les faibles ressources financières, le manque d'équipements et de services, l'éloignement et l'isolement sous toutes ses formes. C'est un problème car se pose la question des services publics, entre ouverture et fermeture. Par exemple, la maternité de Die dans la Drôme a fermé. Les gens doivent se rendre soit à Valence, soit à Montélimar, ce qui pose de nombreux problèmes. Je vous remercie et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.